Alors je vous rappelle le principe, hein, vous levez la main, on passe pour vous donner un micro, et encore une fois, ce n'est pas forcément une question, c'est même à la limite pas une question que vous posez aux 3 conférenciers qui se sont exprimés. Alors on ne vous interdit pas évidemment formellement non plus de les interroger, mais ce qu'on veut vraiment entendre, c'est votre avis, votre point de vue sur ces différentes questions qui ont pu être soulevées. Donc c'est enregistré. La caméra est au fond, hein, elle est pas cachée. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans un angle au fond, vous n'apparaîtrez pas. Et encore une fois, le témoignage audio sera publié sur le site internet. Si vous ne voulez pas ni qu'on vous entende ni qu'on vous voit, vous remplissez une petite feuille comme ça. Et voilà, il n'y aura pas de traces. Alors, est-ce qu'il y a une question déjà? Ah bah oui, voilà, il y en a même 2. Alors on va commencer ici parce que j'ai vu monsieur en premier. Alors je vous remercie de... Juste une petite précision, quand vous représentez une association, juste de nous le dire, voilà, c'est tout. Je vous remercie de me laisser la parole et je vous remercie pour vos belles interventions. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'avis du numéro 126 du Comité national d'éthique de juin 2017. Je pense que c'est très complet, très intéressant. Je vous invite tous à lire l'argumentaire. Par contre, j'ai pas bien compris j'étais étonné par la conclusion où finalement la majorité des membres du comité d'éthique ne sont pas opposés à l'ouverture de la PMA pour les femmes et les couples de femmes pour 4 raisons. La première, c'est la demande des femmes. Alors je comprends bien le désir des femmes d'avoir un enfant. Je pense que ce désir est présent chez chaque femme. Le désir de maternité est présent naturellement chez chaque femme. Pour autant, là n'est pas la question. La question est vraiment l'intérêt de l'enfant. Est-il bon pour l'enfant de ne pas avoir de père, de le priver volontairement de père? Le deuxième argument qui est abordé, c'est l'autonomie des femmes, finalement. Alors l'autonomie n'est que partielle, puisqu'on retire l'homme de cette relation à l'enfant, mais la femme reste dépendante de la technique, et elle reste dépendante du don de sperme, avec les problèmes liés au don de sperme dont vous avez parlé. Le troisième argument qui est évoqué, c'est l'absence de violence liée à la technique elle-même. Or, personnellement, je pense qu'il y a une violence pour l'enfant d'être privé volontairement de père, de ne pas connaître ses origines biologiques, d'avoir une partie de sa filiation qui est inconnue. Et étant médecin généraliste, cela signifie pour moi qu'on va passer d'une médecine pour guérir à finalement une médecine en tant qu'on va devenir des prestataires de services finalement pour assouvir les différents désirs et les demandes des personnes ou des patients qui deviendront des clients. Et le quatrième argument et le dernier qui a été évoqué était finalement la relation à l'enfant dans les nouvelles structures familiales. À mon sens, et d'après tout l'argumentaire qui est évoqué dans l'avis du Comité national d'éthique, il n'y a pas d'études fiables sur le sujet démontrant qu'il y a un bénéfice ou un désavantage pour l'enfant d'être éduqué dans des familles homoparentales. Il y a une étude qui est en cours sur le sujet, l'étude d'EVOM. Pourquoi ne pas attendre une étude fiable sur le sujet pour être sûr que pour la construction de l'enfant, il n'y ait pas de préjudice pour lui? Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce qui vient d'être dit? Là, voilà, madame, alors, je procède comme ça, hein, pour qu'on ait vraiment un échange entre les différentes personnes. Pour ma part, je pense que dans... Vous voulez bien vous lever, madame, s'il vous plaît? C'est juste pour que tout le monde puisse vous voir. Voilà, Merci. dans une assistance médicale à la procréation pour un couple de femmes, je pense que le père peut être connu et annoncé, et l'enfant pourra savoir d'où il vient. D'accord. Donc, j'y suis favorable. Une question ici. Madame, attendez, juste, c'était par rapport à ce qui vient d'être dit aussi, madame? Oui, si vous voulez bien, monsieur, juste, vous prendrez après le micro. Voilà. Merci. Moi, je trouve pas normal qu'un donneur de sperme ait l'identité soit désigné par le terme père. Et donc, il peut rester anonyme et un enfant sait qu'il est quand même né d'un homme et d'une femme grâce au sperme. Monsieur?
C'est pour poser faire une autre remarque, pas forcément enfin, ça rebondit en partie Allez-y. sur la remarque de monsieur le médecin. En effet, aujourd'hui, on constate que la médecine est mandatée pour apporter une assistance médicale à la procréation pour des couples infertiles, et donc elle traite d'une pathologie. Ouvrir l'insémination artificielle avec donneur anonyme aux femmes seules ou aux couples de même sexe reviendrait donc à employer la médecine pour satisfaire des désirs personnels. Comme vous le disiez, monsieur, en effet, les désirs sont profonds et légitimes, et je pense qu'il s'agit là de profondes souffrances, et que ces désirs doivent être pris en compte. Je pense que le désir d'enfant, pour tout le monde, est réel, et ne pas en avoir relève d'une souffrance vraiment énorme. Et ces désirs sont profondément légitimes à mes yeux. Cependant, est-ce que c'est le rôle de la médecine de satisfaire des désirs personnels ? Et surtout des désirs qui, naturellement, ne peuvent pas être assouvis. On constate qu'en fait, également, on parle beaucoup ici de désirs d'adultes, mais des désirs d'adultes non assouvis, il y en a beaucoup. Il y a encore ici, dans la ville de Brest, beaucoup de personnes qui ont le désir d'avoir un toit, qui ne sont pas logées. Il y a beaucoup de personnes qui désirent manger à leur faim et qui ne peuvent pas se nourrir. Est-ce que pour autant, l'État va venir s'insérer dans la vie de ces gens-là pour répondre à leurs désirs? On parle beaucoup de ce désir d'adulte, mais au final, le grand inconnu là-dedans, à mes yeux, c'est l'enfant. Qui prend en compte la voix de l'enfant et ce désir de l'enfant? Vous avez parlé, monsieur, d'égalité, de liberté et d'égalité, qui sont en effet les devises de notre pays. Est-ce qu'on ne risque pas justement de tomber dans l'égalitarisme pour adultes au détriment d'une discrimination vis-à-vis des enfants, avec des enfants, comme vous le disiez madame, qui auront un père et d'autres qui n'en auront pas socialement? Merci. Alors, y a-t-il des réactions? Juste, voilà, nous sommes arrivés à un droit à l'enfant qui me gêne beaucoup. C'était un des témoignages qui ressemblait un peu à ce que vous disiez. Y a-t-il une réaction par rapport à ce que monsieur vient de dire? Pas obligé non plus, hein. Madame. Oui, pour moi, il y a vraiment un souci de justice sociale. Les hommes et les femmes en particulier, puisque c'est de ça qu'on vient de parler à l'instant, qui ont les réseaux qu'il faut, hein, qui ont de l'argent, vont dans les pays voisins faire ce que nous, on ne veut pas faire. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça me replonge dans les années 75 où on avortait en Angleterre, en Belgique, partout. Et puis, en France, on avait bonne conscience, on ne le faisait pas. Mais si, bien sûr. Hein, et on est un peu dans les mêmes schémas. Tout au fond, j'ai une main qui se lève. Oui, bonjour. Moi, je voudrais répondre à cette question de la justice sociale en vous apportant le témoignage d'une personne qui n'est pas là ce soir, mais qui a vraiment souhaité vous transmettre ce qu'elle vit. Donc, je vais vous lire le courrier qu'elle m'a demandé de vous lire. Bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être présente parmi vous ce soir, mais je souhaitais apporter mon témoignage et mon vécu dans ce débat sur la PMA pour toutes. Je suis mariée avec un homme, donc c'est une femme qui parle, hein. Je suis mariée avec un homme, j'ai 35 ans, et cela fait plusieurs années que nous essayons d'avoir un enfant naturellement, mais malheureusement, à cause de soucis de santé, nous n'y arrivons pas. Face à ce problème et cette immense souffrance, nous nous sommes tournés vers de nombreux médecins. Tous nous ont proposé de procéder à une PMA en nous certifiant que nous pourrions ainsi avoir notre propre enfant et répondre ainsi à notre désir. Après une grande réflexion mélangée de beaucoup de larmes, nous avons fait le choix de ne pas procéder à cette technique de conception. Ceci notamment du fait de ne pouvoir supporter l'idée qu'un grand nombre de nos embryons soient congelés, de devoir faire un choix réel entre plusieurs pour mettre au monde notre enfant en laissant les autres de côté. Je voudrais vous souligner enfin que la PMA n'est pas une évidence du tout, même pour les couples hétérosexuels.
et que de graves questions éthiques peuvent en empêcher l'accès. La souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants est réelle et concerne également les couples hétérosexuels. Tout n'est pas si simple pour nous non plus. Merci beaucoup. Voilà, et je pense que ça répond un peu ça apporte un complément sur la question de la justice sociale et que il ne faut pas penser que tout est acquis pour les couples hétérosexuels. Très bien, merci. Est-ce que... Alors, la première main que j'ai vue, c'est monsieur là-bas, et ensuite ce sera monsieur juste à côté. Oui, bonjour. C'est le 3e débat auquel j'assiste. Et je reviens avec une question récurrente sur la paternité, parce que je suis père, heureux père. Et la question de l'enfant, comme a dit monsieur tout à l'heure, pensons d'abord à l'enfant. Bon. Mais pensons donc à l'enfant au regard de la possibilité de couples homosexuels d'avoir des enfants. Donc pour les femmes, ils n'auraient pas de père. Moi, si je pense à mon enfant et aux enfants que je vois autour de moi, je me demande mais de quoi il a besoin pour vivre, pour grandir, pour être heureux, pour s'épanouir. Je pense que ce qui vient en premier, c'est l'amour, la sécurité, l'affection, le jeu, la joie des parents, etc., etc. On sait tous ça. Tous les gens qui ont des enfants, et même ceux qui n'en ont pas, savent ça. L'enfant a besoin aussi de normalité, ça je l'ai constaté. Si je viens chercher mon enfant avec une tenue étonnante, il ne va pas aimer ça. Donc la normalité, quand on a ses parents homosexuels, il y a un manque là, peut-être. Mais à part ça, moi, je ne vois pas bien ce qui peut manquer à un enfant dont les pères, dont les parents ne seraient pas père et mère. Et donc cette spécificité d'être un couple de femmes, je ne pose pas la question des hommes parce que les hommes ils sont obligés de passer par la gestation par autrui. Et, bon là, moi, a priori je suis contre. Donc cette normalité, est-ce qu'elle est ce besoin de normalité et cette anormalité des homosexuels est-elle si forte? Plus forte que, je ne sais pas, moi, un enfant dont les parents seraient sourds, par exemple, il y en a. Un parent dont les enfants seraient noirs, ou je ne sais pas, enfin en France. Est-ce que c'est si fort pour dire non, les homosexuels sont trop à part pour rendre heureux un enfant du fait qu'ils ne sont pas comme les autres? Voilà, c'est la question que je me pose et que je pose à la salle. Je crois que monsieur avec une chemise à carreaux voulait réagir sur ce qui vient d'être dit. C'est pour ça, monsieur, je ne vous ai pas oublié. Oui, moi, je réagis juste sur la parole de monsieur par rapport à l'anormalité. La normalité présumée. Oui, la normalité présumée. Moi, je suis homosexuel, j'ai 3 enfants. Mon compagnon a 3 enfants. Donc, elle nous donne, on a 6 médailles de la famille, s'il vous plaît. Ça nous arrive régulièrement d'aller chercher les enfants à l'école. Maintenant, nos enfants sont grands. Ils sont très épanouis, tout va bien pour eux. Ils n'ont jamais eu aucun souci. Quand je suis allé avec mon compagnon les chercher, au tout départ, mon fils il avait 5 ans, j'allais à la maternelle, je donnais la main à mon compagnon pour aller chercher mon fils à la maternelle. Ça l'a jamais dérangé. Ça dérange pas les gens autour forcément. Être homosexuel, c'est pas être anormal. Avoir des parents homosexuels, c'est pas avoir des parents anormaux. C'est juste qu'on a une famille différente, c'est tout. Et l'amour est le même, comme vous disiez, monsieur. Et c'est tout ce qu'il y a de plus important après un père, une mère. Oui, c'est important aussi, mais l'amour et la tolérance, il n'y a pas mieux. Vous êtes d'accord, je tenais non, mais à préciser aussi. Oui. Je voulais juste dire que moi, je ne pense pas que ça soit si. Je pense que c'est exceptionnel Marie. Comme situation, statistiquement, mais je ne crois pas du tout à la normalité des homosexuels. À la normalité. À la normalité. Oui. Merci. Je voulais poser une question au monsieur qui vient de parler de ses 6 enfants. Vous dites, moi j'ai 3 enfants et mon compagnon a 3 enfants. Ces enfants ont-ils une mère? Micro.
Il est où, là ? Oui. Mes 3 enfants ont leur mère, ces 3 enfants ont leur mère. Oui. Oui, ils ont une filiation classique, on est bien d'accord. Je réagis par rapport au fait que on préjuge du malheur des enfants, on préjuge de la difficulté qu'ils vont avoir dans la vie parce qu'ils ne vont pas forcément avoir une mère et un père en permanence auprès d'eux. Et moi, je veux juste témoigner que avoir 2 papas, ou avoir 2 mamans, ou avoir un père et une mère, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'amour que vous allez leur donner, c'est la tolérance que vous allez leur apporter, c'est comment vous allez vous en occuper. Je pense que là-dessus, on peut être d'accord. Oui, on est complètement d'accord là-dessus, évidemment, mais je pense que la question ne se pose pas exactement comme ça. C'est-à-dire, si on a Plus près de la bouche, madame. un couple de femmes sera inscrit dans la loi que l'enfant est né de 2 femmes. Donc, il n'y a pas de place pour un père. Non, Ben, si. Peut-être Si. Il aura une mère et une autre mère. Si. L'avis du juriste, peut-être. Alors, l'avis du juriste. Alors, tout pourrait être envisagé dans la loi, mais si il se passe la même chose en matière de recours à l'insémination avec tiers donneur dans un couple de femmes que dans un couple d'un homme et d'une femme, le lien de filiation sera établi à l'égard des 2 membres du couple. Donc, s'il s'agit de 2 femmes, l'enfant aura une filiation complète à l'égard de 2 femmes, et donc, évidemment, il n'aura pas de place pour un père. Il n'aura pas de père. Donc, la loi ne dira pas qu'il est... Enfin, en réalité, la loi fera comme si il était né de 2 femmes, comme actuellement. Oui, c'est bien ce qui pose problème. Alors, même si on passe par l'adoption, l'enfant aura de toute façon une filiation complète. Donc, les modalités d'établissement de la filiation peuvent être effectivement par l'adoption, mais ça ne changera rien au fait que l'enfant aura une filiation complète. Ou alors, ça signifierait, mais je ne crois pas que ce soit le projet, que l'enfant a un lien de filiation à l'égard d'une des 2 femmes, sa branche paternelle reste vacante, mais à mon avis, actuellement, les femmes adoptent. Oui, mais ça veut dire que l'enfant n'a pas de c'est-à-dire qu'il n'a pas de branche de filiation vacante. Donc, il ne peut pas avoir de père. Non, ça vous... Alors, attendez, micro, alors, parce que... Alors là, si jamais la loi fait ça, la loi ment. Alors, c'est pas possible. Ça va pas du tout. Hein. Moi, je voulais juste compléter sur... Juste, attendez, oui. Juste compléter sur un point. S'il vous plaît. Je voulais juste compléter sur un point en rebondissant sur une des questions. On est sollicité, pas pour répondre dans le débat, mais juste sur des points, disons, de précision. Il y a juste un point que je voulais préciser d'abord sur une question de madame. Je pense que, peut-être c'est moi qui me suis à un moment mal exprimé, mais personne ne désigne le donneur comme père. Hein. Le père, c'est, dans la loi française, celui qui est reconnu juridiquement, et le donneur est géniteur. Personne n'emploie le mot père pour le donneur. Et c'est un petit point d'intersection avec le débat sur lequel le juriste est le plus compétent de tous, c'est que, bien sûr, il y a peut-être dans les couples de femmes actuels, une femme, par exemple, qui revient d'Espagne enceinte, a un bébé et est mariée, l'autre femme, sauf erreur, ne peut être reconnue que par adoption. Donc ça ne fait pas d'elle une autre mère au même sens. Et la place d'un géniteur ou d'un donneur n'est certes pas peut-être dans l'état civil, mais existe dans les représentations. Donc je crois qu'il faut être... Moi je voulais juste préciser sur ce point, personne, ni dans la loi, ni dans les discours, ne désigne le donneur comme père. Ça n'est jamais utilisé. Le mot père est bien réservé à la reconnaissance juridique dans nos sociétés. Juste une chose, tant qu'on est aux précisions, puisque tout à l'heure quelqu'un s'est exprimé sur les embryons congelés. Je rappelle qu'aujourd'hui, un couple hétérosexuel qui passe par une fécondation in vitro peut refuser d'avoir des embryons congelés. Donc on va prélever un certain nombre d'ovocytes. Sur ces ovocytes, on va en mettre 3 en fécondation, de façon à éviter, puisqu'en général 3 ovocytes vont donner 1 ou 2 embryons, de façon à éviter que l'on puisse avoir des embryons congelés. Les autres ovocytes seront soit congelés pour la patiente, soit détruits. Voilà, mais il n'y aura pas. On peut faire une fécondation in vitro sans embryon congelé. Merci. Alors, monsieur, oui, qui attend depuis un bon moment. Bonjour, je voudrais d'abord remercier les intervenants et nos organisateurs.
Moi, je souhaite élargir la question, finalement, à la réflexion « Quel homme voulons-nous demain ?» En 1999, le législateur a dit oui au Pacs, mais braves gens, vous inquiétez pas, on n'ouvrira pas le mariage aux personnes homosexuelles. Quelques années se sont passées, 2013, le législateur dit oui au mariage pour tous, mais ne vous inquiétez toujours pas, braves gens, on s'engage à l'époque à ne pas ouvrir la PMA aux couples de femmes. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On connaît la musique, la technique du cliquet. En passant, la soi-disant promesse de M. Macron de la PMA pour les femmes, c'est un avis personnel, ce n'est pas une promesse de campagne. On sait clairement que ouvrir la PMA aux femmes, aux couples de femmes, par souci de non-discrimination et d'égalité, revient à demain, après-demain, ouvrir la GPA aux couples d'hommes, nouvelle forme d'esclavage. Clairement, pour moi, ça n'est pas l'évolution que je souhaite pour l'humanité d'aujourd'hui, de demain. J'ai deux questions. Rien qu'en France, et mon chiffre était trop bas, puisque nous avons plus de 200 000 petits frères et sœurs en humanité dans des congélateurs, tous ces embryons surnuméraires qui sont indispensables aux techniques de GPA et de PMA. Pourquoi les discriminer? Pourquoi les oublier? Accepterions-nous cette maltraitance pour nos propres enfants? Personnellement, non. Est-ce qu'ils sont seulement des dégâts collatéraux? Question ouverte. Et deuxième question, on dit au sujet de la PMA que les femmes ne peuvent se passer d'enfants, le fameux désir d'enfant. Pourquoi ne dit-on pas que les enfants ne peuvent pas se passer de père, le désir du père? Merci. Alors, mademoiselle voulait réagir juste à côté avec un foulard vert. Bonjour à tous. Donc d'abord, je suis désolée, mais je vais être obligée de réagir. Je ne suis pas forcément pour la GPA, je n'ai pas encore d'avis sur la question, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'esclavage, et les femmes qui ont déjà porté des enfants, aussi bien au Canada et aux États-Unis, s'opposeraient sûrement à cette vision des choses. Même si en Inde, peut-être que c'est le cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a beaucoup de dérives là-dessus. Moi, je voulais attirer votre attention sur le vide juridique auxquels sont confrontés les couples de lesbiennes qui peuvent effectivement aller en Belgique, en Espagne, avoir recours à une PMA ou utiliser des techniques artisanales à la maison. Le vide juridique entre la naissance de l'enfant et le moment où l'adoption va être prononcée pour la conjointe. C'est-à-dire que dans ce laps de temps, en France, ça prend en moyenne 8 à 12 mois pour l'instant, aux yeux de la loi, l'enfant n'a qu'une mère. Et s'il lui arrive quelque chose, un accident de voiture, on en a parlé tout à l'heure, eh ben, quid de cet enfant? Et est-ce que justement, c'est pas nuire à son bonheur futur que de lier dès le départ le lien juridique entre lui et sa mère sociale? Merci. Peut-être un mot sur cette situation particulière de ce vide à ce moment-là? Non, je ne suis pas persuadé que ça s'appelle une réponse. Enfin, le constat que fait Madame est parfaitement exact. Effectivement, il y a un délai à attendre. Ensuite, il n'y a pas de réponse juridique à apporter. Enfin, je ne crois pas qu'il y en ait à apporter, enfin, à ce stade en tout cas. Alors, monsieur... Oui, bah, il s'est levé, donc on le voit bien. Alors, moi, c'est juste quelque chose qui me fait réagir par rapport à votre question. Vous parlez d'un vide juridique. Alors, effectivement, le vide, techniquement, peut être de l'ordre de 6 mois pour une adoption plénière, puisque l'enfant ne peut être adopté qu'après 6 mois de présence dans le couple. Donc, le vide juridique, si tant est qu'il existe, ne sera pas très long. Ce qui m'interpelle plus, c'est que vous mettez la société devant un fait acquis, une infraction à la loi française. Je suis désolé de vous le dire et de le rappeler, mais la PMA n'est pas autorisée en France pour les femmes seules ou les couples de même sexe. Et donc, je ne vois pas bien par quels moyens on devrait imposer une réponse législative à une infraction de la loi. Merci. Alors, juste à côté, hop, vous donnez le micro. On viendra vers vous, madame, vous inquiétez pas, je vous ai vu. Mais là, c'est... Alors bonjour, du coup j'ai plusieurs réflexions, plusieurs choses qui m'ont interpellée. Donc moi je fais partie d'aucune association, mais j'ai un petit garçon issu de PMA en Belgique, puisque à l'époque je l'ai fait
avec mon ex-compagne. Donc il y a plusieurs choses. Tout d'abord sur la notion de père, je pense que tous les pères présents dans la salle ont une autre vision de la paternité que celle de mettre une petite graine. Ça, c'est la première chose. Enfin, que c'est toute la relation qui va à l'enfant également. Ensuite, sur ce qui est lié à mon petit garçon, les réactions des gens autour, ça a surtout été, une fois la situation expliquée, de dire à quel point la situation était normale, mais presque désespérément normale. Ça manquait un petit peu de piquant au final. À la maternelle où il est, il y a les autres petits-enfants qui viennent très facilement me demander je suis quelle maman pour mon fils. Donc c'est très... Pour les enfants, c'est facile en fait. Enfin, c'est pour les parents que c'est moins facile. Voilà. Et sur la question du vide juridique, en fait, si tout ce qui est dit ici, c'est-à-dire l'intérêt de l'enfant, etc., le désir de l'enfant, dans ce cas-là, on ne parle plus de l'intérêt de l'enfant, en fait. Sauf que l'enfant est une personne, le désir n'est pas encore une personne, mais que quand l'enfant il est là, il y a bien son intérêt à rechercher, quoi. Voilà. Enfin, j'en ai d'autres. Hein, mais... Alors, madame ici qui lève sa main depuis un petit moment en vert. Et madame au fond. Moi, je pense qu'un enfant, c'est un projet de couple, que ce soit deux femmes. Donc, s'il y a une mère, est-ce qu'on ne peut pas, au niveau juridique, préciser une mère d'intention au moment de l'assimilation? Que ce soit deux femmes qui portent le projet, tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de vide juridique, il y a une sécurité, s'il arrive quelque chose, même si la mère meurt lors de l'accouchement, on ne sait jamais, au moins un enfant, cet enfant a déjà une sécurité. Il y a une autre personne qui s'est désignée, qui est prête à le reconnaître et à assurer son éducation. C'est dans l'intérêt de l'enfant que je dis ça. Alors, si le législateur ouvrait l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, il est évident que la situation conduirait à la solution que vous envisagez, ou toute solution identique, permettant l'établissement du double lien de filiation automatique au profit de la mère qui porte l'enfant et de l'autre mère. Alors, je ne sais pas si on l'appellerait mère d'intention, parce que je ne suis pas persuadé que le terme soit... Enfin, je ne sais pas si le Code civil distinguerait des différences de maternité, pour tout vous dire. Donc je crois qu'il ne s'embarrasserait pas de ce type de précision, mais il est évident que le lien de filiation serait établi à l'égard des deux femmes, de manière à ce que la situation de l'enfant soit stabilisée dès la signature de ce consentement devant le notaire ou devant le président du tribunal de grande instance, comme pour les couples de sexes différents en cas de recours à l'IAD. Je vais prendre la réaction de madame ici. Juste, attendez 2 secondes, c'est parce qu'elle voulait réagir par rapport à ce qui vient d'être dit juste. Je vous ai vu. Allez-y, madame. Moi, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Merci. Je préfère rester assise. C'est pour qu'on vous voit, hein, c'est pas pour... Moi, je réagis sur le fait que pour les enfants, c'est facile. Non. Moi, je suis la tante de 2 petits-neveux. J'ai une nièce qui a été aussi en Belgique, il y a maintenant 17 ans. Je peux vous garantir que c'est facile jusqu'à 10-11 ans, et après, les enfants se posent des questions. Donc, dire que c'est facile pour l'enfant, c'est faux. Voilà. Et moi, je voulais vraiment que j'ai le micro aussi. Alors, on se focalise sur la PMA, mais il y a aussi le contexte sociétal, le fait que la sécurité sociale va peut-être pouvoir assumer financièrement tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait du phénomène sociétal de nos personnes âgées? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se focaliser sur nos problèmes actuels que d'aller jouer à l'apprenti sorcier? Parce que je pense que l'enfant issu de... Enfin, qui n'a pas de papa ou qui n'a pas de maman, voilà, je pense que voilà, c'est comme ça. Alors, moi, je vais rebondir tout de suite. Enfin, je confirme vraiment ce que vient de dire madame. Je suis la maman de 5 enfants nés d'un père et d'une mère. Et je peux vous dire, ils ont entre 9 et 1 an. Nos enfants qui ont 9 et 8 ans, pour eux, c'est pas du tout une évidence. Ils ont déjà vu, côtoyer des petits-enfants qui ont 2 mamans. Et c'est pas du tout simple pour eux. Donc, voilà, c'est peut-être facile pour ceux qui vivent
avec deux mamans ou deux papas, mais c'est pas du tout évident pour ceux qui ne vivent pas dans ce cadre-là. Et quand on parle de justice sociale et d'équilibre, on parle, enfin souvent, dans ce que je ressens en tout cas dans l'Assemblée, on parle de justice sociale pour les adultes, entre eux. C'est-à-dire que tous les adultes et tous les couples aient les mêmes accès et les mêmes droits. Mais les enfants entre eux, en créant de telles situations, vont se retrouver, eux, dans des situations déséquilibrées et qui ne seront pas égalitaires entre eux. Deuxième chose que je voudrais dire concerne le père. Je parle vraiment de père. Aujourd'hui, donc, la PMA permet à un couple de femmes que l'enfant n'ait pas de père. Il va avoir un procréateur, mais pas de père. Pourquoi cet enfant n'aurait-il pas de père? Beaucoup de magazines de psychologie ou d'aide à l'éducation parlent de l'importance du père dans l'épanouissement de l'enfant. Sans l'opposer à celui de la mère, il est complémentaire. Le professeur Aldo Naouri, célèbre pédiatre parisien, et Anne Baudrier, maître de conférence à Paris en psychologie infantile, ont le même constat. Le père n'est pas là pour répondre aux besoins immédiats de l'enfant. Il contribue à son éveil, à son autonomie. En découlent les récentes études qui poussent à développer le dialogue entre le père et l'enfant in utero, le pot à pot, paternel à la naissance, la présence du père durant l'adolescence, etc. Les temps de la femme au foyer et du père fouettard sont terminés. La complémentarité parentale est beaucoup plus subtile. Il existe déjà des enfants qui n'ont pas eu l'occasion de connaître leur père, des décès, des divorces, des adoptions, etc. Cette situation reste regrettable et subie. Elle est vraiment subie. Faut-il alors normaliser cette pratique et créer davantage d'enfants sans père? Merci. Alors, depuis un moment, ici, là-bas, à gauche, là, enfin à ma gauche en tout cas, je vois que ça veut réagir. Et ensuite, monsieur qui lève la main devant moi. Pas de problème. Voilà, merci. Bonsoir. Je profite d'avoir entendu plusieurs fois les personnes réagir en disant c'est facile pour l'enfant. Alors moi j'ai juste un petit témoignage. C'est pas du Un peu tout plus appuyé. près de la bouche, merci. C'est un témoignage, c'est pas du tout appuyé par des professionnels, mais voilà, je suis infirmière et j'ai pu constater dans des services de soins pour des adolescents qui avaient des difficultés. Voilà, l'enfant va devenir un adolescent et pour l'adolescent, effectivement, on peut dire que ce n'est pas simple. Comment est-ce que... On ne peut pas ignorer qu'une PMA qui le prive de père, ou même à terme une GPA qui va considérer une mère juste comme un incubateur, tout ça n'aura pas de répercussions sur les enfants et on peut le constater dans ces services de soins-là. Effectivement, il y aura certainement des enfants et donc plus tard des adolescents qui n'en souffriront pas. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce qu'on leur explique que les autres sont heureux, tant pis pour eux, dommage? Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait bien. Surtout qu'il y aura forcément un jour ou l'autre cette dualité pour ces enfants qui seront pris un peu en étau entre l'amour qu'ils auront réellement et sincèrement et très fortement pour leurs parents, pour leurs deux mères ou leurs deux pères ou leurs seuls et uniques parents, qui sera donc mis en dualité avec la recherche de ce géniteur qui ne pourront pas appeler père ou de cette femme qui les aura portés qui ne pourront pas appeler mère ou c'est de la personne qui aura donné ses ovocytes. Donc voilà, il y aura un souci de ce côté-là. En psychologie, on parle un peu symboliquement de tuer le père pour devenir adulte. Alors on imagine bien que ce sera compliqué s'il y a deux pères ou deux mères ou qu'un seul parent qui est inscrit physiquement sur le livret de famille. Donc voilà, dans une société où il y a énormément d'adultes accomplis, alors je vais citer des célébrités parce que voilà, mais il y a Johnny, Calogero, Alain Delon, Stromae, tous ces artistes qui crient sur la place publique la souffrance qu'a été pour eux l'absence d'un parent. Voilà, surtout il y a certains adolescents qui écoutent énormément ça. Je pense que c'est un signal. Je pense à la chanson de Papa Outé de Stromae. Voilà, donc pour les enfants c'est peut-être simple, mais pas pour les adolescents. Et on est dans une société où les jeunes, les adolescents ont du mal à faire face à l'angoisse. Ils n'ont plus trop confiance dans le système. L'absence de repères les empêche de s'accomplir dans leur vie d'adulte. Donc est-ce que créer, peut-être, je ne mets pas tous les enfants dans le même cas de figure, est-ce que c'est pas les exposer à des problèmes pour lesquels on va devoir se justifier plus tard? Voilà. Si je puis me permettre, toutes les personnes que vous avez citées sont tous des gens qui ont eu un papa et une maman, qui étaient tous hétérosexuels à la base. mais Comme quoi, justement, parfois, ça peut aussi peut-être ne pas
ne pas fonctionner aussi bien que vous le dites. Non, mais votre argument se retourne un petit peu contre vous, parce que tous les exemples que vous avez donnés sont des gens qui ont un papa et une maman. Oui, mais justement, la souffrance du manque d'un père ou d'une mère, elle existe. Et est-ce qu'elle sera Oui. pas renforcée Oui, bien sûr. Non. ou différente selon s'il y a deux pères ou deux mères? Et ça, ce sera légitimé par la société qui l'aura permis. Voilà. Monsieur, voilà, avec la barbe là, qui me fait signe depuis tout à l'heure. Donnez-lui le micro. Merci, monsieur avec la barbe. Juste une petite évocation sur la paternité. Donc, monsieur avait évoqué le cas d'une famille recomposée. Mais bon, c'est deux papas qui sont ensemble, mais la mère est toujours présente. Alors que là, dans le cadre de la PMA, c'est bien, il y aura deux mamans, mais il y aura une absence de père. Et là, je voudrais partager avec vous un cas personnel que j'ai vécu, puisque en me mariant, j'ai accueilli deux garçons qui avaient perdu leur père, ils avaient 1 an et 3 ans. Moi, je suis arrivé dans leur vie, ils avaient 10-12 ans. Donc pendant 10 ans, c'est pas trop de ne pas dire papa qui leur a manqué, parce qu'ils le disent toujours pas d'ailleurs, ils m'appellent Christophe. Par contre, c'était par rapport à leurs copains de classe de dire à un autre garçon de dire mon père. Parce que pour le coup, je sais que quand ils parlaient de moi à l'école, ils disaient mon père. Et ça, je pense que dans la construction de la relation sociale d'un enfant, la présence des deux est importante. Et moi, je suis arrivé à un moment, au début de l'adolescence, ça va peut-être aider. Ça ne veut pas dire que dans le cas de deux parents ou de parents, ça va faire des débiles ou ils ne vont pas survivre. Ce que je veux dire, c'est que la réalité de cette carence, elle est quand même effective. Voilà, un cas familial vécu. Merci. Merci. Alors, juste devant, madame vient de lever la main. Oui, je voulais évoquer un petit peu les problèmes, parce qu'on n'a pas tellement parlé des femmes seules. On a parlé de femmes lesbiennes, donc là, elles sont quand même 2 pour assurer l'éducation de l'enfant. Quid des femmes seules? Alors, on comprend aussi très bien le désir d'enfant, mais je trouve ça quand même déjà, effectivement, on les prive d'un père, et c'est faire peser sur ces femmes quand même une responsabilité énorme, puisqu'on parlait du fait qu'il peut arriver maladie, mort. Et là, d'emblée, je trouve que la médecine et l'État se portent responsables dès le départ d'enfants orphelins. Qui va s'en occuper, je trouve que voilà, c'est quand même, je trouve que c'est très égoïste. Et puis en plus avec les femmes qui ont envie de faire une carrière, qui ont envie de comment toutes seules elles peuvent gérer tout ça, et comment l'enfant ne peut pas en souffrir, quoi, d'être. Alors on va me dire que ça existe déjà, mais souvent la femme n'a pas choisi de se retrouver seule avec son enfant, et c'est pas, à mon avis, forcément très facile pour elle et pour l'enfant, parce qu'après on a parlé des personnes âgées, mais voyons plus loin. Cet enfant va se retrouver seul avec sa maman, qui un jour sera, ou son papa, parce que bon, effectivement la GPA aura peut-être lui un jour aussi, et puis tout repose sur cet enfant. Alors peut-être qu'il n'y en aura 2, enfin ça peut aussi compliquer les choses. Voilà, je trouve que je ne sais pas si on envisage les choses vraiment à très long terme, et quels effets ça va faire dans la société. Voilà. Merci à vous. Alors, une réaction ici qui vient de se lever, après il y a monsieur là-bas. Et madame, oui, pardon, je vous ai oublié, excusez-moi, entre les deux. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur les femmes seules et sur l'aspect, ce que portent les femmes et la pression de la société qui a été mentionnée, notamment eu égard à la congélation. Puisque actuellement, on envisage la technique de congélation pour répondre à une pression de la société sur les femmes, notamment pression de carrière, pour leur donner l'égalité des chances dans leur place dans le monde professionnel. Je ne parle pas de la société, mais du monde professionnel. Et du coup, ça serait une réponse à cette pression. Mais est-ce que moi, j'ai l'impression, puisque visiblement on voit que les auteurs de science-fiction étaient déjà en avance, donc on peut déjà se projeter assez loin, parce que quand on pense au meilleur des mondes, par exemple, on s'en approche. On peut imaginer que ça va au contraire augmenter la pression sur les femmes, puisque une femme qui voudra dire à son employeur tiens, je voudrais un enfant, est-ce que je peux avoir mon congé? Alors, on lui répondra vous n'avez qu'à faire congeler vos embryons, puis vous verrez ça plus tard. Et donc, au lieu de soulager la pression, ça va la légitimer et l'augmenter. Donc, voilà ma contribution au débat. Juste si je peux me permettre pour vous Pardon, répondre. Oui. L'idée au départ, c'est d'améliorer les chances de grossesse. C'est-à-dire qu'à part l'autoconservation, c'est de conserver à un âge relativement jeune chez la femme des ovocytes de meilleure qualité dont on sait qu'ils vont impacter le taux de grossesse.
il est certain que le risque de dérive existe. C'est l'exemple de Google l'année dernière qui, je vous dis, rembourse l'autoconservation, sous-entendu, l'air de dire, travaillez d'abord pour nous, puis vous ferez vos enfants plus tard. On vous assure le maintien de la qualité puisqu'on a conservé des choses. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais au départ, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire qu'on aura de meilleurs taux de grossesse si on prend une femme âgée de 40 ans avec des ovocytes préservés à 34, que si on la prend à 40 ans, on lui donne finalement des chances de grossesse en couple hétérosexuel, des chances de grossesse qui sont bien moindres. Et ça, malheureusement, on ne lutte pas contre l'évolution du temps, même en PMA. C'est-à-dire que la PMA ne peut pas tout faire contre le temps. Mais le risque, c'est la dérive, je suis d'accord. Alors, attendez, juste monsieur, 2 secondes. Madame, voilà, après, promis. Allez-y, madame, parce que vous aviez levé la main avant, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je trouve qu'on est un peu pris entre deux feux. D'une part, les progrès de la science, de la médecine, également les progrès dans la connaissance de l'humain, de tout son affectif, etc. Et puis d'autre part, nos lois, dont on sent bien qu'il est nécessaire qu'elles évoluent absolument régulièrement. Et qu'on ne peut pas rester accroché à des lois qui sont trop anciennes par rapport à nos connaissances actuelles. Sinon, je trouve que c'est très difficile à tenir aussi. C'était un peu aussi le premier débat dans ce cadre. Monsieur. Oui, je voulais juste rebondir finalement sur les femmes seules, l'ouverture de la PMA pour les femmes seules. L'idée, c'est probablement de calquer face à l'adoption autorisée des femmes seules. Peut-être il faut revenir sur les origines, pourquoi l'adoption pour les femmes seules a été autorisée. Finalement, ça a été autorisé en 1921 face aux conséquences meurtrières de la guerre 14-18, puisqu'il y avait la disparition tragique de toute une génération masculine, il y avait une disparition d'époux, de pères. Or, actuellement, nous ne sommes plus en manque de pères. Et les études, d'après, je reprends l'argumentaire de l'avis du CCNE, montrent qu'il est quand même préférable pour l'enfant d'être élevé par un couple plutôt qu'une femme seule. Donc même peut-être, moi j'irais même plus loin, et ce serait remettre en question l'adoption pour les femmes seules, qui pour moi est néfaste pour l'enfant. Merci. Ici. Ah bah attendez, monsieur, ici, il a un micro. Je n'avais pas vu que vous aviez un micro. Bon, alors, je vais être très simpliste. Moi, j'ai retenu que jusqu'à maintenant, la loi voulait absolument qu'un enfant naisse hors couple normal, quoi. Normal, non, excusez-moi. Traditionnel, quoi. Bien animal, quoi. Une femelle et un mâle peuvent avoir un descendant. Et il semblerait que l'humain soit un super animal où, à terme, le mâle ou la femelle soit un élément négligeable. Bon, alors, je pense qu'on est un animal à deux pattes issu d'une évolution qui a quelques années quand même, et que cette évolution, on n'a peut-être pas décrypté tout le génome ou comment ça marchait, mais que cette évolution fait de nous un être sexué depuis très longtemps. Et qu'a priori, on fonctionne comme ça. Que si on veut, effectivement, jusqu'à maintenant, on voulait que l'enfant arrive, par voie naturelle ou pas, aidé par la science ou pas, toujours dans un couple pouvant mimer un couple hétérosexuel standard. Je crois qu'on est d'accord, jusqu'à maintenant c'était ça. Maintenant, on veut tout changer. Je veux bien. On veut changer pourquoi ? Pour des désirs personnels. Parce que finalement, l'enfant, au départ, il est vécu, ou il est souhaité, il y a un désir. Alors si on pousse jusqu'au bout notre raisonnement, l'enfant désiré devient-il pas un bien de consommation intégrale? Où veut-on s'arrêter? Alors ici, j'ai... Justement, pour... Ah bah, c'est bon, ici c'est vous.
Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, justement, vous parliez on a beaucoup parlé de PMA, et dans un souci d'égalité, en effet, arrivera très prochainement, sûrement, le débat sur la question de la GPA, pourquoi pas les femmes, et puis pourquoi les femmes pourraient avoir un enfant sans papa, pourquoi les hommes ne pourraient pas avoir un enfant sans maman. Et en effet, monsieur, vous parlez de marchandisation. Est-ce qu'on n'est pas ici dans une logique de marchandisation de l'enfant? La GPA, aujourd'hui, en effet, alors il y a des cliniques très aseptisées au Canada, aux États-Unis, et vous avez raison, c'est aseptisé, mais au final, c'est bien un enfant qu'on achète pour quelques milliers d'euros. Et que fait-on justement de ces enfants qui, par exemple, ce couple américain qui a refusé, suite à une commande sur Internet d'un enfant, qui a refusé cet enfant parce qu'il y avait des origines espagnoles, qui était pourtant issu d'une GPA. Il l'avait commandé, il l'avait payé. Bon, merci, les assurances rembourseront. Mais que fait-on également de cet enfant qui, lui, était trisomique en Australie, issu de la GPA, pareil, commandé sur Internet, et qui a été refusé? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui ne seront pas les produits vendus sur Internet, qui ne seront pas conformes au cahier des charges, qui ne seront pas conformes à ce que nous, on s'imagine de l'enfant parfait, du désir qu'on se fait de cet enfant? Et ça rejoint la question du désir. En effet, bah oui, on a tous le désir d'avoir un enfant, et qui plus est, si possible, d'avoir un enfant qui va bien, qui est en bonne santé. Mais que fait-on justement dans ce cas-là, quand on a une GPA qui se présente avec un enfant qui est espagnol, comme vous dites, un enfant qui est ceci, qui est cela? Quand est-ce qu'on arrête le désir pour justement revenir à un b.a.-ba qui est beaucoup plus écologique? Alors c'est sûr, c'est loin des marchés financiers, c'est loin des profits et tout ça, mais pourquoi ne pas avoir une vision écologique, purement écologique, d'un homme et d'une femme qui, je suis désolé, pour avoir un enfant, la nature, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que d'avoir un rapport sexuel. Pourquoi ne faisons pas des bébés écologiques? Merci. Moi, je voulais simplement dire un mot sur les conséquences, puisqu'il y a aux États-Unis 26 000 enfants à revendre. Alors, madame, il y a quelqu'un qui a un micro. Voilà, madame. Bonsoir à tous. Et monsieur. Je voudrais apporter un témoignage personnel, plutôt de couple, avec mon mari ce soir absent. Nous avons un point commun avec les lois de la bioéthique, parce que nous nous sommes mariés à la veille de la première loi de bioéthique, en 1993. Nous sommes amoureux depuis 25 ans. Et malgré un grand et profond désir de donner la vie, nous n'avons jamais pu concevoir d'enfant. Dans notre parcours médical, quels ne furent pas notre désarroi, puis notre déception en voyant la tournure que prenaient nos rendez-vous médicaux. Ne pouvant répondre à notre demande de soins et de traitements, faute de recherche et de propositions thérapeutiques dans ce sens, les médecins ont d'emblée contourné notre problématique en nous proposant une aide médicale à la procréation. Aide médicale à la procréation. Mais des parents procréateurs, en était-il encore question? En effet, la procréation est bien l'acte unissant deux corps sexués, aboutissant à la rencontre des gamètes d'un homme et d'une femme, d'où jaillit la conception d'un nouvel être porteur de toutes les potentialités humaines. Or, dans la proposition médicale de la PMA, le médecin, le donneur, le biologiste se substituent aux parents. Donc, exit les procréateurs, bienvenue à la technique. Bien que notre désir d'enfant soit prégnant et légitime, me semble-t-il, il nous est apparu honnête de refuser d'entrer dans cette logique de fabrication d'un bébé. Pourquoi? 3 raisons, sûrement au milieu de tant d'autres. Premièrement, un bébé tant désiré, tant attendu,
devrait-il être le produit fini d'une chaîne de fabrication dont on aurait vérifié étape après étape les normes et la qualité? L'enfant n'est-il pas plutôt le fruit de l'amour de ses parents qui, par un acte intime et décisif, permet l'éclosion de la vie d'un nouvel être humain, unique au monde, intouchable dans sa dignité? La filiation, dans notre société qui pense et réfléchit sur son avenir, doit demeurer un processus à la fois biologique, psychique, affectif et social. La PMA tronçonne et coupe en rondelles ce processus. Notre réflexion en couple, enrichie par des témoignages et de nombreuses lectures, nous a amenés à nous poser 2 questions et à réaffirmer 2 convictions. Nous vous les proposons ce soir. Première question. Un véritable défi pour la médecine de demain ne serait-il pas de développer le traitement et la prévention de la stérilité des couples? Deuxième question. Notre priorité d'humain que nous sommes ne serait-elle pas de mieux accueillir la vie de nos petits plutôt que de chercher à en fabriquer à tout prix en sélectionnant certains? Enfin, première conviction, un enfant n'est pas un médicament pour soigner ou soulager la souffrance des adultes. Deuxième conviction, aucun désir, aussi légitime soit-il, ne justifie un droit à l'enfant. L'enfant n'est ni un dû, ni un droit, car au cœur de la grande famille humaine, il jouit de la même dignité que vous et que moi. Merci. Juste pour préciser, il y avait une question qui faisait un peu écho à ce que Madame vient de dire. À l'origine, il y a une question d'infertilité. Pourquoi la science ne se penche pas dessus pour chercher, trouver des solutions à cette problématique de base? C'est une excellente réflexion et c'est la volonté que l'on a de plus en plus. Vous savez qu'on fait des campagnes d'information pour informer les gens de la baisse de la fertilité avec l'âge. Je reviens sur l'âge parce que c'est vraiment un problème important. Ces campagnes d'information recueillent peu d'écoute finalement. On s'aperçoit par les enquêtes que finalement ce n'est pas un message qui passe facilement dans la population. Peut-être parce qu'on a fait croire que l'assistance médicale à la procréation pouvait, quel que soit l'âge, régler le problème. Or, ce n'est pas vrai. Il faut bien savoir qu'une assistance médicale à la procréation à 40 ans répond à un problème où vous n'avez aucune chance d'être enceinte, en vous donnant des chances équivalentes à celles d'une femme de 40 ans, c'est-à-dire pas très élevées, qui n'aurait aucun problème. Je voudrais rebondir juste sur ce que... Donc oui, c'est une thématique qu'on essaye de développer et je pense qu'on ira vers des consultations peut-être où les couples pourront venir librement en dehors d'un projet de grossesse, où des personnes isolées pourront venir pour qu'on évalue leur fertilité s'ils le souhaitent. Je voudrais rebondir. Jamais une équipe médicale ne se substitue aux parents. Nous sommes que des instruments pour vous aider à obtenir une grossesse dans l'assistance médicale à la procréation et nous en restons strictement à ce point-là. Ça, je tiens à vous le dire et je pense que je parle au nom de tous les gens qui travaillent en procréation médicalement assistée en France. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas les parents ou... Voilà. Alors on saucissonne, oui, parce que la technique est comme ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression qu'on saucissonne les choses, mais simplement on vérifie à tous les moments que les conditions de culture, voilà, pour amener à l'embryon sont remplies. C'est pas une sélection, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sélection est interdite, bien sûr, en France, et serait techniquement possible, mais est aujourd'hui totalement interdite, et ça fait partie des éléments de réflexion. Mademoiselle. Oui, alors du coup, de nouveau, parce que j'ai l'impression qu'en fait le débat est un petit peu biaisé. Enfin, je pense que là, on remet même en question l'intérêt et l'intervention de la médecine sur tout ce qu'est la vie. Et je pense qu'on est sur d'autres débats, parce que là, on parle vraiment de l'assistance médicale à la procréation, qui reste une dimension de démarche de couple pour construire, malgré toutes les définitions
variés qui peuvent exister dans la salle, une famille, et pas sur l'intervention de la médecine, sur ce qui est du choix de la vie ou pas. Et ce qui est de la dignité de la personne à naître, tant que la personne à naître n'est pas conçue, je ne sais pas comment on peut chiffrer ça. Voilà, c'est tout. Oui, au fond. Hop, voilà. Bah, si, derrière toi, voilà, super. Bonsoir. Je voulais juste dire que je ne vois pas pourquoi, vu que moi, j'ai été égoïste, j'ai désiré et j'ai de la chance, puisque ça marche tout de suite, pourquoi les autres n'auraient pas le même droit? Eux aussi, ils ont le droit de satisfaire leurs désirs. Et je voudrais aussi aller plus loin si un jour, moi ce que j'aimerais, c'est même, là c'est ma deuxième grossesse, et ben si l'homme avait pu le porter à ma place, ça aurait été parfait. Monsieur. Hop, juste là, voilà. Excusez-moi, je réinterviens, on est nombreux, je suis désolé, je n'osais pas. Mais finalement, le débat me passionne et je remercie, je remercie M. Bosch d'avoir organisé. Ça va vous manquer quand on va arrêter ces conférences. Hein. Non, parce que la question est énormément compliquée et moi je voudrais surtout pas asséner quoi que ce soit, ni un embryon sacré, ni le droit sacré des gens. Mais je voudrais aborder juste, je vais essayer d'être rapide. La continuité entre GPA et PMA. Pour moi, il n'y en a aucune, il n'y en a absolument aucune, parce que on peut dire oui et non pour des raisons absolument différentes. Pour moi, la GPA pose d'abord la question de l'instrumentalisation du corps d'un autre. Et en plus, dans un contexte où il y a les gens n'ont pas le même argent, hein. Il y a des gens qui sont très pauvres et qui seraient prêts à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire à leur place. Eh bien, la GPA pose un problème que ne pose pas du tout la PMA. Donc, il n'y a aucune continuité pour moi entre PMA et GPA. Deux, la question de la carence affective de quelqu'un qui a perdu son père, c'est terrible. On ne peut pas faire plus terrible que perdre son père par accident, par maladie ou par divorce aussi, hein, on peut le perdre, ou sa mère bien sûr. Mais comparer la carence d'un père qui est parti à la carence de quelqu'un qui n'a pas de père mais qui a deux mères, c'est spécieux comme argument. C'est pas équivalent. Si mon père meurt alors que j'ai 6 ans, c'est un drame absolument atroce. Et si j'ai pas de père parce que j'ai deux mères, c'est pas un drame. Enfin, j'en sais rien, c'est pas mon cas, mais j'imagine que c'est pas le même drame. En tout cas, c'est pas le même drame. Donc on peut pas comparer les situations. Ensuite, sur le désir. Le désir, ça peut faire, le désir tout puissant, et notamment aujourd'hui avec la technologie qui permet tout, ça semble a priori assez attaquable. En même temps, de l'autre côté, moi je sais, pour fréquenter quelqu'un qui s'occupe des enfants qui ont eu des parents sans désir, hein, des parents donc ma compagne travaille dans un foyer d'enfants qui ont dû être retirés à leurs parents, et notamment à cause de l'alcool, etc., mais à cause du désir aussi. Donc un enfant qui naît hors du désir, c'est un enfant qui est mal parti, qui est très 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 mal parti. Donc si au départ déjà il y a du vrai désir d'enfant pour cet enfant, enfin pour le bonheur de cet enfant, et non pas pour soi, pas un désir égoïste, le désir c'est aussi donner, eh bien il faut le prendre plutôt au titre d'un bénéfice et pas d'un maléfice. Sur la technique qui saucissonne, pour moi la technique ne fait jamais que séparer la sexualité de la procréation. Ça, c'est pas nouveau, la contraception, je sais pas de quand ça date, il faudrait demander au médecin, mais c'est vieux. Donc la sexualité est séparée depuis très longtemps de la procréation. Donc, moi-même, je suis un accident, méthode Ogino, années 50. Ma mère aurait certainement souhaité un système plus fiable. Être deux, c'est évident qu'être deux, c'est mieux qu'être tout seul pour élever un enfant. Tout le monde, moi je pense qu'il faudrait être 3, quelquefois même 4. Hein. Il faudrait les parents, les grands-parents, etc. C'est évident qu'on n'élève pas un enfant tout seul, c'est compliqué. Mais pas parce qu'on est une femme seule, mais pas parce qu'on est une femme seule, parce qu'on aurait fait. Enfin, là je me perds. Bon, ce que je veux dire, c'est être seul, c'est un problème, mais c'est un problème dans tous les cas. Et pour finir sur la nature, le grand justicier de la nature nous dit comment il faut faire les choses.
On s'est prévalu de la nature pour faire du darwinisme social, on s'est prévalu de la nature pour faire des trucs horribles. Donc le problème de la nature amené comme ça, c'est comme s'il n'y avait plus de discussion possible. Donc je pense qu'il ne faut pas aller chercher d'abord la nature. Il faut d'abord poser les questions et après peut-être voir si la nature nous dit des choses, mais il ne faut pas la faire parler parce qu'elle ne parle pas. Enfin, surtout pour nous, hommes. Voilà, merci. Désolé de prendre 2 fois la parole Non, mais là où il y a beaucoup de monde. Monsieur veut réagir par rapport à la nature. Si j'ai bien compris. Hein. Vous nous parlez de bébés écologiques, je pense que c'est pour ça que... Oui, en fait, vous disiez, monsieur, que justement, là, il n'y a pas forcément de mécanisme vis-à-vis de la GPA. Pourtant, je m'étonne parce que le 17 mai 2013, donc en 2013, rappelez-vous, 2013, le Conseil constitutionnel rendait une décision qui ne jugeait pas contraire au principe d'égalité devant la loi au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. À l'époque, parce que depuis, ça fait vachement longtemps, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Conseil constitutionnel. Que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Je pense qu'en sous-entendu, il parle notamment de la nature. Donc, monsieur, en 2013, les situations étaient différentes. Vous nous dites aujourd'hui que les situations sont identiques. Soit vous prenez les sages pour des imbéciles, soit ils le sont vraiment, soit il s'agit vraiment d'une situation évolutive, et dans ce cas-là, on ne parle plus d'éthique. Donc, est-ce qu'au final, on va continuer à avoir des phénomènes de cliquet qui vont s'accumuler les uns derrière les autres pour, comme on disait, en effet, aller jusqu'à la GPA? Et quant au fait d'être 3 ou 4, monsieur, ça s'appelle de la polygamie dans notre pays. Il parlait des grands-parents. Hein. Non, il parlait des grands-parents. Laissez-moi... là, je ne peux pas vous laisser lire ça. Il disait les parents, les grands-parents. Je pense qu'effectivement, dans la façon d'élever un enfant, les grands-parents peuvent être présents également. Je crois que là, c'est un petit peu... Vous le reconnaissez, c'est un petit peu de mauvaise foi. D'accord. Juste 2 mots. Hein. Je ne voulais pas dire que c'est équivalent. La situation de 2 femmes homosexuelles qui ont des enfants n'est absolument pas équivalente du tout à un couple. Voilà. Mais la nature, je ne dis pas qu'il ne faut pas... on peut regarder les choses et estimer les choses sur la nature, mais quand on commence à faire parler la nature, c'est qu'on manque de réflexion, je pense. La nature, on l'appelle pour des raisons souvent frauduleuses, fallacieuses et dangereuses. Alors, mademoiselle devant vous, et je vais donner mon micro à monsieur qui va intervenir tout à l'heure. La polygamie, je n'ai pas étudié la question. A priori, moi, je suis monogame. Mais il faudra aller voir comment ça marche. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Non. Je me permets juste de rebondir sur la décision du Conseil constitutionnel. Il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, il y avait un certain contexte, des grandes tensions dans la société qui ont été horribles à vivre pour les familles homoparentales notamment. Et du coup, vous l'aviez rappelé dans votre intervention, effectivement, le contexte est très important dans les décisions ou dans les lois qui sont prises. Et c'est peut-être aussi pour ça que le législateur, à l'époque, avait été timide et n'avait pas osé inscrire la PMA. Voilà. Oui, ma question est d'un ordre très différent. J'ai observé tout à l'heure que des 3 orateurs, M. Worms avait été le plus court. Il lui reste donc du temps de parole et c'est à lui que je vais poser ma question. Il y a quelques années, un de nos présidents a fait passer dans la Constitution le principe de précaution. Alors, mariage pour tous, PMA, GPA, clonage, un de ces jours peut-être, sera-t-on capable de fabriquer les petites graines? Ma question est la suivante. Je crains que cette longue marche se trouve un jour devant un précipice. Pouvez-vous me dire comment le CCNE compte appliquer le principe de précaution? Oui, allez-y. Le principe de précaution n'a pas été du tout invoqué dans ces cas-là. Le principe de précaution porte sur des risques possibles de certaines techniques elles-mêmes, dans leurs gestes techniques. Mais par contre, la précaution, au sens de la prudence d'une manière générale, est évidemment très présente dans toutes ces décisions et dans toutes ces recommandations. Dans certains cas, elle aboutit à une recommandation d'interdiction. Dans certains cas, elle aboutit à une recommandation d'ouverture. Dans tous les cas, tous les sujets
Vous pouvez regarder, je pense, tous les sujets sont abordés, tous les risques. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes, sans doute il y en a parmi vous, qui ont pu être surprises. Ça a été évoqué par je crois, un des premiers intervenants. On évoque absolument tous les risques, y compris toutes les fragilités, le rôle du père est tout à fait central dans la question de l'ouverture possible ou non. Donc, au fond, tous les risques sont envisagés. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une division. Donc, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'un oui ou d'un non sans tenir compte des conséquences. Dans tous les cas, tous les aspects ont été envisagés. Moi, je considère d'ailleurs que, d'une certaine façon, ces autorisations, ces interdictions sont des questions symboliques extrêmement fortes, mais que dans l'encadrement de certaines situations, en France en particulier, l'AMP, c'est le cas depuis très longtemps, il y a une extrêmement grande prudence. Et le débat éthique qui s'ouvre ici est très très grand. Si je prends un autre débat très 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 tendu dans notre société, à l'autre bout de la vie, qui est le débat sur la fin de vie. Bien entendu, il y a là aussi une tension énorme. Mais en réalité, on s'aperçoit, moi je dis parfois que si par exemple des gestes, même ce qui est aujourd'hui dans la loi, des gestes de sédation permettant l'absence de souffrance et la mort, je prends exprès un autre exemple. S'ils sont autorisés, c'est avec des critères, avec des règles. S'ils étaient interdits, ce serait forcément, dans certains cas, avec des exceptions. Donc je dis parfois, il y a des interdits, mais la vie humaine, dans certains cas, impose des exceptions. Il y a des autorisations, mais les règles humaines imposent des précautions. Et elles sont là. Donc il faut, je pense, pour moi, les seules personnes vraiment éthiques sont les personnes un peu partagées. C'est normal de ne pas être tout pour ou tout contre, c'est normal de réfléchir. Et quand on arrive à plutôt un pour, il faut dire oui, mais alors à quelles conditions de mise en œuvre et si on arrive à un contre, je pense qu'il ne faut pas en effet insulter les demandes, qu'il faut tenir compte des raisons profondes de la demande. Et donc, les seules personnes équilibrées sont des personnes qui doivent trancher socialement après un débat, mais qui considèrent en effet qu'il faut une extrêmement grande précaution. Alors, le principe de précaution au sens technique, c'est un peu différent. C'est vraiment ne pas autoriser, par exemple, certains polluants. Les OGM, par exemple, peuvent relever plus des techniques de principe de précaution. Il y a des techniques sur le génome aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez, pour éradiquer certaines maladies, on peut agir maintenant sur le génome de certaines espèces et faire disparaître, par exemple, une espèce de moustique, ça n'a l'air de rien, mais de la planète définitivement, avec certaines techniques de CRISPR, vous savez, les découpages du génome. Alors on préserve une partie de l'humanité de certaines maladies, mais en même temps on fait disparaître une espèce. Est-ce qu'on sait ce que cette espèce apporte dans l'équilibre de la biodiversité ? Je n'en sais rien. Là, il y a vraiment des questions de... Et en même temps, si on enlève une maladie, c'est la priorité, à mes yeux, en tout cas à titre personnel, de l'éthique. La médecine est d'ailleurs faite pour répondre à des problèmes et pas pour créer la perfection. Ça, c'est un autre principe important. Donc en tout cas, la précaution en général doit être des deux côtés, et toujours des deux côtés, d'un point de vue. Je ne dirais pas en même temps, mais des deux côtés. Voilà. Précision ? Juste, la PMA aujourd'hui, par la loi de bioéthique, est terriblement encadrée. Il faut bien savoir qu'on répond à des critères parfaitement stricts, et je ne peux pas penser que s'il y a des avancées demain, la loi ne soit pas aussi encadrée que ça. Donc, pas d'inquiétude. Il y aura peut-être des avancées, il n'y en aura peut-être pas. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Michel Bolles, de toute façon, ce sont les députés qui choisissent en définitive, mais elle sera de la même façon encadrée. Et la loi a voulu cette... Et moi, je suis très favorable à cette loi de bioéthique parce que justement, elle permet d'encadrer. Quand on voit d'autres pays où tout est permis, eh bien justement, je suis très favorable à cette loi. Après, ce que l'on met dans la loi et l'autorisation, ça, c'est la représentation nationale qu'on a élue qui va voter ça. Dernière chose, clin d'œil, on sait fabriquer des gamètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait fabriquer des gamètes et demain, on en fabriquera probablement à partir des cellules de votre peau. Donc, mesdames, probablement, même après la ménopause, à partir de votre peau, on aura des ovocytes. Alors, hop, Madame Alvé, allez-y, Madame. Et après, on ira au fond. Bonsoir. En écoutant le débat ce soir, j'ai l'impression d'entendre le professeur Mattei l'autre soir qui disait « la science va plus vite que les consciences ». Et je crois qu'on est absolument là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se pose toutes ces questions, c'est parce que la science a évolué et permet ces techniques-là. Je ne sais pas si chacun d'entre nous
peut se permettre de juger ceux qui font pas. On a le droit d'avoir un avis, mais quitte à juger, ça me paraît plus difficile. Enfin, ça, c'était mon commentaire. Ma question sur le diagnostic préimplantatoire. J'ai lu un petit peu la loi avant de venir et vous l'avez redit tout à l'heure. Ce diagnostic préimplantatoire est possible pour éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité. Et je voudrais revenir sur cette expression parce qu'il me semble que c'est la porte ouverte à de l'interprétation subjective. Je voudrais savoir ce que ça veut dire, une particulière gravité. Est-ce que c'est une maladie incurable? Est-ce que c'est une maladie qui génère des handicaps? Est-ce que c'est peut-être les deux à la fois? S'il y a handicap, quel niveau de handicap? Est-ce que le législateur doit apporter des précisions à cette notion-là? Est-ce que la décision repose exclusivement sur les parents, après avis médical évidemment, mais sur la subjectivité des parents? Ce qui me vient aussi à l'idée, il y a une seconde, vous disiez, et il n'y a pas de sélection. Mais il me semble que si, il y a de toute façon sélection, parce que quand vous avez plusieurs embryons, dans ce cas-là, il y en a un qui est porteur de la maladie, l'autre d'à côté n'est pas porteur de la maladie, on va en détruire un, on sélectionne. Tout à l'heure, vous aviez dit également qu'il faut tout dire, il n'y a pas de secret, il faut dire à un enfant comment il a été conçu. Alors, est-ce qu'il faut dire à l'enfant qui a survécu qu'il a dès sa naissance un statut de survivant? Alors, je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas de sélection dans la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation, tout venant, d'accord? Ce que l'on fait, c'est qu'on observe l'embryon et qu'évidemment, on va proposer au couple le transfert des embryons qui ont le plus de chances de s'implanter. Mais vous avez bien compris que c'est de l'observation et qu'au jour d'aujourd'hui, on est incapable, on n'a pas l'autorisation de l'étudier pour connaître son véritable potentiel. Ça fait partie de la réflexion sur ce qu'on appelle le tri embryonnaire, c'est-à-dire de dire, parmi tous ces embryons que l'on a disponibles pour le transfert, on sait qu'il y en a 50% à peu près qui ne s'implanteront pas. Vous aviez parlé tout à l'heure d'analyse génétique, oui. c'est pas seulement d'observation. Non, ça c'est l'analyse génétique pour l'APM, pour l'assistance médicale à la procréation, en dehors du cadre du diagnostic préimplantatoire. Aujourd'hui, la seule analyse que l'on a le droit de faire sur l'embryon, c'est dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire pour éviter la survenue d'une maladie d'une particulière gravité. Ça répond aux mêmes critères que le diagnostic anténatal. C'est-à-dire que tous les cas sont étudiés en commission multidisciplinaire de CPDPN, c'est-à-dire du diagnostic prénatal. Il n'y a pas de commission différente. C'est-à-dire que si on fait du DPI, ça passe au même titre qu'une grossesse en cours pour savoir si on propose ou pas, si on accepterait ou pas une interruption médicale de grossesse. Simplement, là, c'est avant le transfert embryonnaire. En dernier recours, c'est toujours le couple qui choisit. C'est-à-dire, c'est jamais, par exemple, pour une grossesse en cours, le CPDPN, le comité qui va dire « il faut faire ». Non, on peut répondre à la demande d'eux. Mais la demande vient du couple, et dans le diagnostic préimplantatoire, c'est la même chose. Donc ça, il faut qu'il y ait pour aujourd'hui, pour faire une sélection, alors là, oui, on sélectionne, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait eu un cas index dans la famille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous présenter dans un centre de diagnostic préimplantatoire en disant « je souhaite qu'on étudie mes embryons ». Ça serait refusé. Est-ce que demain, ça sera accepté dans la loi? Ça fait partie des discussions actuelles, et ça, c'est un choix que la société décidera, enfin que les législateurs décideront. Aujourd'hui, ce n'est que dans le cas d'une gravité particulière. Voilà. Alors, la gravité particulière, c'est au même titre que pendant la grossesse. C'est-à-dire que, voilà, vous savez qu'ici, on est dans un endroit où on a découvert la mucoviscidose. Aujourd'hui, vous avez la mucoviscidose, c'est une personne sur 20 qui est porteur du gène. Donc, ça veut dire que dans cette salle, vous avez des gens qui sont porteurs du gène, qui ne sont pas malades, d'accord, qui sont dits hétérozygotes. Ces personnes peuvent se rencontrer et vouloir avoir un enfant ensemble. Le premier enfant né naturellement, il est atteint, un risque sur 4, de mucoviscidose. Ils souhaitent peut-être que pour leur deuxième enfant, ils passent par une assistance médicale à la procréation avec un diagnostic préimplantatoire, de manière à éviter la récurrence de cette maladie, qui est particulièrement handicapante, et vous le savez bien. Et donc, pour ça, en effet, le diagnostic préimplantatoire peut permettre, en prélevant une ou deux cellules, de savoir quels sont les embryons homozygotes, donc malades, des embryons comme leurs parents, hétérozygotes,
ou des embryons non hétérozygotes, c'est-à-dire qui ne sont pas porteurs du gène. Voilà. Donc oui, on fait une sélection sur un quart, statistiquement, un quart des embryons que l'on va avoir. Excusez-moi, je voulais juste poser une question, je n'avais absolument pas la réponse et aucun avis là-dessus. Je voudrais savoir si le CCNE s'est posé la question de l'objection de conscience. Moi, je suis professionnelle de santé et c'est une situation vraiment importante, je trouve, pour les professionnels de santé de pouvoir se positionner dans cette situation. Voilà. Est-ce que l'objection de conscience est un point qui a été réfléchi ? Vous voulez dire dans le cas où il y aurait par exemple une autorisation pour un couple de femmes? Tout à fait. Par exemple, quelqu'un qui travaille en gynécologie. Qu'un médecin dans un sécos je ne sais pas comment ça se passe concrètement. J'étais pas là au tout début, donc j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais voilà, est-ce que les médecins vont avoir la liberté, un médecin gynécologue, la liberté vis-à-vis de la PMA et pouvoir s'affirmer et aussi, voilà. On ne se l'est pas posé spécialement dans ce cadre pour une raison simple, c'est que je pense que ça relève de cadres plus généraux, à la fois du code de l'ordre médical, de la déontologie médicale et de la loi. C'est des cas qui sont, par exemple, c'est un problème qui a été soulevé au moment de la loi sur l'interruption de grossesse. Mais je préfère qu'effectivement ce soit un professionnel de la médecine qui réponde. En tout cas, pour vous répondre, je pense que le problème, s'il se poserait dans un cadre général et ce cas-là ne viendrait pas bousculer ce cadre général. Pour vous répondre de façon plus directe, sauf en cas d'urgence et donc de non-assistance à personne en danger, tout médecin est libre de faire ou de ne pas faire certaines choses. Par contre, tout médecin doit absolument informer le patient, la patiente en face de lui, du lieu où il pourra avoir cette thérapeutique que lui refuse d'appliquer, que la loi autorise, que lui refuse d'appliquer. Donc l'objection de conscience, elle est inscrite même dans notre pratique. Si moi demain une patiente vient me voir en me demandant quelque chose qui me paraît aberrant, je lui dirai « je ne marche pas dans votre demande, par contre je peux vous envoyer à mes collègues et vous verrez avec eux s'ils marchent dans votre demande. » Mais comme tout être humain, voilà. Merci beaucoup. Et je complète juste ma question. Vous parlez d'embryons congelés tout à l'heure. Je voulais juste vous indiquer qu'en France, on a actuellement 220 000 embryons congelés qui sont prévus pour des projets parentaux. C'était précisé en début. Voilà, mais comme vous étiez... Non, mais vous n'étiez pas là. Le signaler. Voilà, je n'étais pas là. Alors, madame en rouge et après ici, monsieur. Mais très bien, je vous vois, essayez. Monsieur. Oui, vous aviez posé le problème de manque de dons de spermatozoïdes et d'ovocytes. Alors je me pose la question sur l'ouverture effectivement de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules. Ça va, à mon avis, renforcer ce problème et ne risque-t-on pas d'aller vers des sociétés d'achat, de vente de sperme? J'avais vu une émission au Danemark comme ça, je ne sais plus où c'était. C'était affolant, quoi. Des étudiants qui, pour gagner un peu d'argent, allaient vendre leur sperme. Et est-ce que c'est pas ce à quoi on peut aboutir? Vous en parliez tout à l'heure, on parlait des banques privées, danoises. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un problème de nombre de donneurs en France. Bien. Aujourd'hui, le don, il est anonyme, gratuit, volontaire. Gratuit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de rémunération pour le donneur. Il est bien certain que si demain on lève cette gratuité, mais cette gratuité, elle va au-delà du don de gamètes, elle va sur les dons d'organes, elle va sur le don du sang, par exemple. Ça veut dire que je pense que si on lève à un moment donné, on risque de lever pour d'autres choses, ou de se poser la question pour d'autres choses. Bien sûr, c'est le risque qu'on ait des... Et dans certains pays où le don est rémunéré, exemple l'Espagne, vous avez tout à fait raison. Il y a un trafic, on le sait, d'étudiantes ou de personnes qui viennent des pays de l'Est, jeunes, les femmes, donc beaucoup d'ovocytes, par exemple, par rapport à d'autres donneuses d'autres pays qui sont, entre guillemets, plus âgées, attention, ce que je dis pour les dames, mais plus âgées qui peuvent avoir moins d'ovocytes, d'accord? On sait très bien que ce sont des personnes très jeunes qui vont faire la démarche en Espagne, parce que c'est rémunéré, une donneuse, ça touche 900 € en Espagne. Voilà. Donc oui, en effet, ça existe. En France, c'est gratuit. Donc ça, je crois que la gratuité, c'est peut-être quelque chose d'excessivement important. Bien sûr, allez-y rajouter. Pardon, je rajoute une petite chose, toujours sur la question de la précaution finalement.
on parle des risques, par exemple, pour les femmes seules, etc. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est pas des situations familiales faciles. Il y a deux aspects que je voulais juste souligner. C'est que parmi les mesures de précaution qu'il faut prendre, il y a l'information sur les situations. C'est-à-dire, imaginons que ce soit pas interdit, disons, il faudrait quand même informer sur le fait que ça n'est pas évident. Il y aura certainement tout un débat social comme celui qu'on a ce soir pour dire... et puis je pense que, comme ça a été dit, les femmes qui se retrouvent aujourd'hui seules à élever des enfants, c'est dans des situations tragiques. On peut imaginer que les femmes souhaitent quand même élever des enfants avec quelqu'un d'autre. Et donc il faut toujours informer sur les risques. Et je pense qu'une des choses importantes, qu'on interdise ou non, c'est de considérer que les citoyens sont aussi capables de prendre leurs responsabilités en face des risques et de mesurer les risques, et qu'il n'y aurait pas une ruée vers quelque chose qui serait perçu comme dangereux, difficile, risqué. Voilà. Je pense qu'il y a une question aussi c'est une vraie question de savoir, c'est d'ailleurs ce qui s'exprime dans la vie minoritaire, dont je ne suis pas, mais vous pouvez le lire. Il y a une vraie question sur l'autoconservation qui est de dire oui, c'est risqué, oui, les sociétés, les entreprises peuvent imposer ceci et cela, mais au fond, j'allais presque dire, je le dis très, voilà, vraiment un peu grossièrement et tout à fait à titre personnel et sommairement, on peut dire, certains disent, les femmes sont grandes, peuvent mesurer ces risques, peuvent faire des choix, ne vont pas forcément aller vers des situations intenables. Et donc il y a aussi cette question un petit peu de l'éducation sociale, du débat social, ce qu'on est en train de faire, ce que la presse doit faire, ce que le débat social doit faire, c'est-à-dire informer sur les risques médicaux, sur les risques juridiques, sur les risques sociaux, sur les situations concrètes. Voilà, l'autoconservation vocitaire, je pense que c'est un geste techniquement difficile, ça fait partie des choses où on doit en effet informer sur tous les aspects de précaution et ne pas considérer que parce qu'une chose est autorisée, tout le monde va le faire, ou parce qu'une chose est interdite, les gens ne sont pas conscients des sujets. Monsieur au fond, Alors j'ai quelques réactions sur ce qui vient d'être dit, et puis une question qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui vient d'être dit tout de suite. Comment, dans ce cas-là, protéger le plus faible qui ne peut pas faire ce choix? Je vous remercie, monsieur le médecin, de nous avoir ouvert les yeux sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a des pratiques qui se font dans des pays à côté qu'il va falloir les faire en France. Et une question, c'était côté juridique. Il me semble que dans les liens, il y a tout le côté généalogique qui n'a pas forcément été envisagé, au sens où il y a aussi un risque de consanguinité qui peut se retrouver en rendant artificielle la filiation. Et il y a aussi éventuellement une diminution de l'égalité entre deux frères ou deux parents proches d'une même famille qui, dans la loi, n'ont pas le droit de se marier à cause de cette, du fait qu'on ne peut pas se marier à des parents proches, alors que, de manière consanguine, il n'y a rien entre eux. Alors, je vais essayer de répondre. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la totalité de la réponse à vous fournir. Sur la question du risque de consanguinité, la loi initialement prévoyait que le don de sperme ne pouvait conduire à la naissance de plus de 5 enfants. Et puis, pour faire face à la pénurie croissante de dons de sperme, le chiffre a été porté à 10 en 2004. Ça reste limité, donc avec un seul donneur de sperme, il ne peut y avoir que 10 enfants. Donc ça, c'est une réponse que la loi apporte au risque de consanguinité. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse absolue, mais en tout cas, c'est une réponse. Ensuite, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais je vais essayer d'y répondre comme je l'ai comprise. Vous dites qu'il pourrait y avoir une espèce de rupture d'égalité entre des gens qui, parce qu'ils sont de la même famille, n'ont pas le droit de se marier, alors que d'autres qui seraient pas de la même famille mais qui auraient le même sang pourraient se marier. C'est bien ça votre question? C'est pas du tout ça, d'accord, j'avais vraiment pas compris, excusez-moi. Non, mais ça parle bien de gens qui sont de la même famille mais pas du même sang, et qui du coup, parce qu'ils sont de la même famille, n'ont pas le droit de se marier. Oui, alors voilà, c'est pas qu'une question de consanguinité, les empêchements en mariage dans le code civil, c'est pour partie, vous avez raison, un peu l'idée de la consanguinité, mais surtout l'obligation de l'exogamie, c'est-à-dire d'aller chercher son conjoint hors du groupe familial, parce que
ça évite de perturber les repères généalogiques. Alors, j'ai essayé de m'expliquer, mais excusez-moi si je ne suis pas clair. L'interdiction, l'empêchement à mariage existe dans la ligne directe ascendante sans limitation de degré, ascendante descendante, donc vous ne pouvez pas épouser parents, vos grands-parents et petits-enfants, etc. Et cet empêchement à mariage vaut également vis-à-vis des alliés. C'est-à-dire que si, excusez-moi, je prends un exemple, mais enfin, si un individu ne peut pas épouser sa mère, il ne peut pas non plus épouser la mère de sa femme. Alors vous direz, oui, mais comme il est déjà marié avec sa femme, de toute façon, il ne peut pas épouser sa belle-mère. Oui, mais si jamais il divorce, alors il n'est plus marié avec sa première femme et il pourrait tenter d'épouser sa belle-mère. Eh bien, il ne le peut pas parce qu'il y a un empêchement à mariage. Alors, est-ce que ça la place dans une situation d'inégalité par rapport à d'autres personnes? J'en sais rien. Mais l'objectif, c'est pas juste un objectif de consanguinité. Enfin, je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet avec ma réponse. Excusez-moi. On a appris les choses en même temps. Pour le coup, là, on a tous on a fait la même mine. Hein. Vous allez faire plaisir à un professeur en lui disant ça. Hein. C'est vrai, on a appris les choses. Monsieur. Et après, madame, ça sera la dernière intervention. Monsieur d'abord. Merci. Juste 2 petits points en tant que pédiatre. Je voulais revenir sur la comparaison entre les femmes qui ont une infertilité et puis les femmes qui ont un désir de grossesse et ne peuvent pas l'assumer faute de père. Comme vous l'avez bien écrit dans l'avis 126, il y a d'autres façons d'avoir des enfants pour une femme seule ou pour un couple de femmes homosexuelles qui sont d'une décision individuelle, en conscience, sur laquelle on n'a pas apporté de jugement. Une autre chose, c'est de demander à la société d'institutionnaliser la chose et de lui demander de rendre ça comme une mesure équivalente et universelle, et finalement rendre équivalent un enfant sans père et un enfant avec un père et une mère, ou avec 2 mères, ou avec 2 pères. Et donc, y a-t-il urgence à légiférer, alors même que le principe d'autonomie n'est pas forcément floué, puisque ces femmes peuvent avoir accès à un enfant d'une autre façon. D'ailleurs, M. Mattei ne s'était pas privé pour nous donner un exemple assez cru dans sa conférence, et l'annexe 4 de l'avis expose tout à fait les choses de façon très claire. Deuxième remarque, il est vrai qu'on a très peu d'études pour connaître l'avenir des enfants qui ont 2 mères. Et les quelques études qu'on a sont très mauvaises, et c'est aussi très bien noté dans l'avis 126. En revanche, on a beaucoup d'études qui disent qu'un enfant sans père est un enfant à qui il manque beaucoup, quelle que soit la condition. Donc là, on prend quand même un risque important, en particulier pour les femmes seules. Là, on peut comparer une femme seule qui désire un enfant sans père. C'est quand même pour l'enfant une perte de chance. Enfin, du moins, on peut l'interpréter comme ça. Merci. Et mademoiselle, vous aurez l'occasion de terminer ce débat. Alors moi, j'avais 2 questions. La première, c'est par rapport à l'autoconservation des gamètes. Vous aviez dit que ce serait pour augmenter les chances de concevoir. Et ma question se porte sur, au moment de la congélation et de la décongélation, est-ce qu'il n'y aurait pas une perte de qualité des gamètes qui diminuerait ce bénéfice acquis? Ma deuxième question porte sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé pendant le débat, par rapport au transfert embryonnaire post-mortem. Est-ce qu'on a un petit peu une idée des conséquences psychologiques sur l'enfant conçu par cette modalité, et puis aussi des conséquences psychologiques de la veuve qui serait confrontée à un tel choix et à une telle décision? Merci. Alors, pour répondre à la première question sur la conservation des ovocytes, puisque le sperme résiste relativement bien. Les ovocytes, pendant très longtemps, on n'a pas su les congeler. Désormais, avec ce qu'on appelle la vitrification, on a la possibilité de pouvoir récupérer 80 à 90% des ovocytes qu'on congèle. Ceux qu'on récupère n'ont pas de baisse de qualité. Donc on gagnerait beaucoup plus avec des ovocytes de femmes jeunes, prélevés quand elles étaient jeunes, qu'on peut utiliser plus tard. Le transfert post-mortem, on n'a aucune idée. D'accord ? On n'a aucune idée. Il faut bien savoir que quand un couple vient pour une naissance médicale à procréation, comme je vous ai dit tout à l'heure,
l'homme et la femme aujourd'hui signent une autorisation à procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que quand on fait une FIV, les deux membres du couple signent. Là-dessus, il y a le décès d'un des deux membres du couple après fécondation, donc les choses sont parties. Nous, on n'a pas le droit de détruire. Enfin, aujourd'hui, on peut détruire, d'accord? Mais il faut détruire quand il y a un des deux membres du couple qui disparaît, d'accord? La question est de savoir si la femme peut garder l'accord du conjoint ante-mortem et faire le transfert chez elle. Là, quand ça avait été discuté en 2000, la dernière loi de bioéthique en 2011, quand je vous ai dit ça a failli passer, c'était un délai de réflexion. D'abord, c'était pas une prise de décision dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on congelait les embryons et on disait, voilà, on laisse à la femme le temps du début du deuil, si vous voulez, parce que quelquefois, vous avez des réactions épidermiques dans l'urgence, où vous allez dire, oui, je veux absolument transférer ces embryons, etc. Donc, c'était d'essayer déjà un délai, 3 mois, 6 mois, et ensuite d'envisager ça pour la naissance d'un seul enfant, quel que soit le nombre d'embryons congelés, dans l'année qui suivait. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose non plus qu'on pouvait décider des années plus tard ou des choses comme ça. Je vous parle de ce qui avait été prévu, ce qui n'a pas été validé par les législateurs. Donc je ne sais pas du tout pour la suite. Si je peux me permettre simplement sur les débats qui avaient eu lieu en 2011, effectivement le projet de loi avait un temps prévu cette possibilité du transfert d'embryons post-mortem. Et puis la question avait été débattue dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et à l'époque, les choses s'étaient déroulées un peu différemment de ce qui se produit cette année, mais un avis avait été rendu par les États généraux de la bioéthique, une synthèse comme celle qui aura lieu. Et le législateur, pour refuser le transfert des embryons post-mortem, s'est appuyé sur l'avis qui avait été exprimé par les citoyens. Et les citoyens disaient que le transfert d'embryons post-mortem revenait à décider délibérément de la naissance d'un enfant orphelin, sans savoir quelles pourraient être les conséquences pour lui, et que le risque était trop grand pour que le législateur puisse l'autoriser sans dommage. Voilà. Donc l'avis des citoyens avait été pris en compte. Jean-Michel Bols pour terminer cette soirée. Est-ce que je peux dire juste quelque chose avant que tu conclues? Bien sûr. Ça va être très court. On a énormément acquis de la maturité de débat éthique. Il faut bien considérer qu'en 2011, la qualité du débat éthique des États généraux de l'époque ne ressemble absolument pas à ce qui est aujourd'hui la qualité du débat qu'on a eu ce soir. Et ça, je tenais à le dire. Donc ce qui avait été décidé par les États généraux de l'époque, c'était pas du tout comparable. C'était une réunion en France, point. Aujourd'hui, on va avoir 8 réunions dans le Finistère. On va avoir 13 comités d'éthique régionaux qui vont se mettre au travail. Donc la richesse sera évidemment beaucoup plus grande. Merci. Quelques mots de conclusion. Je voudrais peut-être essayer de faire quelques commentaires. C'est assez difficile. Je pense que le débat d'abord a été extrêmement riche. Je crois qu'il doit y avoir 45 interventions, entre 45 et 50 interventions, ce que je trouve extrêmement positif et extrêmement riche. Et le débat a été d'un bon niveau et je trouve qu'il a été dans une ambiance d'écoute et de respect mutuel. Et ça me paraît extrêmement positif et ça, c'est à votre crédit. Alors, il me semble qu'on a bien entendu finalement l'affrontement de deux visions, l'affrontement très, très calme, très mesuré de deux visions et fondé sur des valeurs et des principes différents. Je ne vais pas évidemment les résumer. Il y a quelques petites réflexions comme ça qui me viennent. On a beaucoup parlé du désir, on a beaucoup parlé à l'envers d'une loi naturelle. Et alors très curieusement, on n'a pas mis en avant l'expression classique de cette ambivalence, c'est-à-dire le droit à l'enfant versus le droit ou les droits de l'enfant. Ça n'a pas été utilisé beaucoup comme argument en tant que tel. C'est assez intéressant. La deuxième chose, moi j'ai eu l'impression que finalement le débat a porté non pas sur est-ce qu'il faut faire ou pas, mais comment on va se débrouiller pour faire, quoi.
C'est-à-dire que quelque part, d'une certaine façon, il y a presque quelque chose d'acquis. Je ne dis pas que c'est ce que vous pensez au fond de vous, mais presque aussi dans les présentations qui ont été faites. Alors, il me semble qu'il y a une chose dont il faut se méfier, puis quelque chose qui n'a pas du tout été poussé jusqu'au bout. L'argument de justice sociale, je voudrais dire qu'il faut faire attention quand on l'utilise, parce qu'il s'applique à tout. On l'avance au nom de l'égalité, et on l'avance au nom du respect du désir ou du projet. Mais si on va jusque-là, je ne vois pas ce qui s'oppose à l'insémination post-mortem. Ça répond à un projet de couple de son vivant, à un désir profond d'une femme après la mort de son époux, et je ne vois pas pourquoi elle n'aurait elle aussi pas droit, comme ça a été dit par quelqu'un, comme tout le monde, à cette insémination avec le sperme de son propre mari. Donc l'argument de justice sociale, il faut faire très très attention parce qu'il joue dans tous les sens. Je crois que Frédéric Worms d'ailleurs avait dit à un moment qu'il pouvait se jouer dans les deux sens par rapport à l'avis du CCNE, mais il se joue dans tous les sens par rapport à tous les arguments avancés. Ça veut dire aussi la levée de l'anonymat du donneur quelque part. Alors il y a une chose que je trouve frappante, c'est que la dissociation définitive entre l'acte procréatif classique et la procréation assistée médicalement, enfin technique, fait que, qu'on le veuille ou non, l'enfant est devenu une production médicale, quand il ne peut pas apparaître par les voies naturelles, et on voit bien que l'étape suivante, c'est qu'il devient un produit. Et qu'on soit pour ou contre que la loi décide ou pas de le faire, mais surtout si elle décide de le faire, je pense qu'il va falloir faire très très attention à cette notion de l'enfant produit. Parce qu'évidemment, et ça serait relativement logique, ça ne pourrait être qu'une conséquence à moyen terme, quand vous achetez, entre guillemets, ou quand vous demandez un produit, vous voulez un produit de la meilleure qualité possible. Donc inéluctablement, quelles que soient les précautions qui existent à l'heure actuelle, quelles que soient les bornes ou les limites qu'on voudrait mettre, inéluctablement, le DPI sera systématique et on assistera à un eugénisme d'État systématique. Je ne porte aucun jugement de valeur, je ne sais pas si au fond de moi je le pense complètement vrai, en tout cas c'est une conséquence inéluctable qu'il faut savoir regarder en tant que telle. Alors ce que j'ai trouvé comme manque, c'est justement, c'est que pas dans le débat nécessairement ou que dans le débat, mais c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout des conséquences, y compris sur le plan juridique, que pourtant Jean-René Bonnet a essayé d'évoquer assez largement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un article du Code de la santé publique, voire même un article du Code civil qu'on va modifier. C'est énormément de choses dans la construction juridique du fonctionnement de la société. Et puis, si c'est un produit, dans une société mondialisée, on voudra la meilleure qualité possible, et donc le risque de marchandisation, et vous l'avez évoqué, nécessairement se pose. Et je ne sais pas s'il est inéluctable, en tout cas, nécessairement, il se pose. Il y a quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, et ça m'a un peu surpris, c'est quand même l'aspect symbolique du don de gamètes. Je sais que je n'ai pas fait plaisir à la collègue de Rennes de Philippe Merviel samedi dernier, mais j'ai dit, je pense que d'un point de vue symbolique, on ne peut pas faire une adéquation, une assimilation, une égalisation entre le don du sang et le don de gamètes. Car certes, on ne fabrique pas un enfant en donnant des gamètes, mais on sait très bien que des gamètes servent à fabriquer un enfant. Et la symbolique ne me semble pas exactement la même. Alors est-ce que le gamète est un produit lui-même, puisque c'est comme ça qu'il est un peu traité dans la loi, hein, c'est un produit du corps humain. Si le gamète est un produit, finalement, ce qu'il va fabriquer, c'est aussi un produit, et on revient bien à ce problème. Et je pense que nous avons intérêt à y faire extrêmement attention dans une société qui est totalement marchandisée avec le big data, l'intelligence artificielle, enfin bref, tout ce qui peut s'ensuivre. Je vais m'arrêter là. Alors, je voudrais faire deux rappels. Alors, qu'il n'y ait aucune méprise sur mes propos, ça ne concerne personne en particulier, aucun groupe de personnes qui auraient telle ou telle orientation sexuelle, telle ou telle orientation religieuse, telle ou telle orientation sociale, etc. C'est une tentative de se dire, mais derrière tout ça, quand on creuse et qu'on va un petit peu plus loin, sous le sable, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a du vrai dur.
Deuxième chose, quelques rappels. Alors, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, il y a eu un enregistrement audio-vidéo. L'enregistrement vidéo restera à l'espace éthique. Seul l'enregistrement audio sera sur le site web de l'espace éthique. Voilà, donc et ça c'est en accord avec le CCNE. Nous avons cette autorisation-là. Elle me paraît d'ailleurs quelque part assez normale. Vous êtes venu en toute connaissance de cause à un débat public, sur un sujet public, dans un endroit public, c'est la mairie, dans le cadre d'une manifestation publique qui s'appelle les États généraux de la bioéthique. Donc ceux qui ont accepté de parler en public se doutent que voilà. Bon. Je ne vois rien de choquant à cet égard. Deuxièmement, les personnes qui ont fait des témoignages, et en particulier des témoignages qu'elles ont lus et qui étaient extrêmement forts, si elles le souhaitent, elles peuvent nous les transmettre. Ils seront anonymisés, évidemment, et ils seront transmis avec l'ensemble des contributions écrites que nous avons déjà reçues ou que nous recevrons peut-être à la suite de ce débat ou d'autres débats. Donc je trouve que ces deux témoignages étaient très forts, et si vous en êtes d'accord, je vous remercierai vivement à l'avance de bien vouloir nous les donner. Sous couvert de l'anonymat, vous pouvez les envoyer par la poste pour ne pas nous les remettre, bien entendu. N'oubliez évidemment pas de remettre vos questionnaires remplis avant de quitter la salle. Alors pour finir, des remerciements, c'est de circonstance, c'est dans le contexte. Évidemment, pour commencer, le maire de Brest, M. Cuyandre, qui a accepté de mettre à disposition gratuitement pour cette manifestation le salon Richelieu de la mairie et de nous offrir le petit rafraîchissement qu'il y a eu tout à l'heure. Je voudrais remercier l'équipe de l'EREB, parce que c'est grâce à cette équipe que tout ça peut se dérouler, et pas qu'aujourd'hui, mais tout ce qu'on est en train d'organiser à travers la Bretagne. Donc les deux coordinatrices, Marie Joucan et Angélique Reptin, la chargée de mission, Johanna Karl-Joubert, et puis la stagiaire, Cindy Donard, qui travaille également beaucoup avec nous. Je voudrais remercier évidemment les trois conférenciers de s'être pliés à un exercice difficile dans un laps de temps restreint, l'animateur qui a permis à cette réunion de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et puis encore une fois, vraiment vous remercier à vous tous d'être restés d'abord aussi nombreux jusqu'aussi tard et d'avoir conduit ce débat tel qu'il a été conduit. Bonne soirée à tous.